Alors, on a pu terminer cette première présentation. Donc, merci à Monsieur Chartier. Donc, pour terminer la présentation, on va vous proposer de remplir un petit quiz avec des petites questions pour voir un peu ce que vous avez appris sur, euh, sur cette première présentation. Donc, les questions vont apparaître dans le chat et donc, elles sont présentes sous forme de stropole et chaque lien correspond à une question. Alors, on veut vous inviter à répondre à toutes les questions en même temps et puis on discutera des réponses après qu'on affichera sur le stream. Voilà, donc comme le rappelait Guillaume tout à l'heure dans le chat, si vous avez des questions à poser, vraiment n'hésitez pas, que les intervenants sont là aussi pour ça. Si vous avez des questions qui concernent la recherche, qui concernent la thèse, vous pouvez les poser directement dans le chat en vous adressant à Valentine Godia. Si vous avez des questions à poser sur la première présentation, vous pouvez vous adresser à Monsieur Chartier, Monsieur Thierry Chartier, en les posant également dans le chat. Donc, euh, moi, je lui retransmettrai la question. Puis également, si vous avez des questions sur ce que c'est être chercheur, ce que c'est un laboratoire, n'hésitez pas non plus, on retransmettra aussi les questions. Donc là, on vous laisse euh, voilà, le temps pour regarder un petit peu le questionnaire, répondre au quiz, et puis on en discutera après. Donc en attendant, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Moi, dans tous les cas, j'aurais une question pour Monsieur Chartier. Et, vous êtes enseignant-chercheur, et comment vous avez décidé de devenir chercheur? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans la recherche au début, quand vous étiez jeune? Non, donc voilà, pour savoir un peu qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction. Quand j'étais jeune, effectivement, j'étais à votre place. J'étais à l'ENSAT, j'ai fait l'ENSAT. Et puis, il y a un laboratoire de recherche à l'ENSAT. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un stage au sein de ce laboratoire de recherche. Et là, ça m'a plu. Ça m'a plu d'avoir une problématique. Alors, ce travail de recherche était expérimental. Et puis, quand on a quand on fait une expérience, on essaye de la comprendre. Et c'est ça m'a attiré, ce métier m'a attiré. Et puis, cette envie de partager un certain nombre de connaissances. Du coup, à la suite de mon diplôme d'ingénieur de l'ENSAT, j'ai décidé de poursuivre en thèse. Et donc là, j'avais pour objectif, effectivement, de devenir enseignant-chercheur, ce que je suis maintenant. Alors, en plus, dans l'école qui m'a formé, donc j'en suis d'autant plus satisfait. D'accord. Bah, merci pour votre réponse. Euh, donc, on va pouvoir commencer à regarder éventuellement les réponses à la première question. Si je pense que tout le monde a eu le temps de répondre. Voilà, juste pour afficher le résultat sur le stream. Alors, donc on a un peu de délai, nous, donc on va avoir, voilà, ok, ça y est, on les a. Donc vous avez apparemment tous bien répondu, puisque la première question, c'était sur alors, on voit plus du tout sur le stream. Ok, je vais me redresser. À quelle vitesse se propage la vitesse de la lumière dans le vide? Donc voilà, vous avez tous bien répondu par rapport à cette question. Donc je pense qu'on peut passer à la question suivante. Euh, voilà. Donc si Gaëtan pouvait. Ok, super. Ah, donc on n'a pas encore eu forcément les réponses sur le Stropole. Alors, apparemment, on a une question dans le chat. Ok, on a une coupure. Alors, donc normalement, ça s'est remis en place. Alors, peut-être que on va passer si on n'a pas eu les réponses. C'est pas forcément là si on a eu un problème technique sur cette question-là. Je pense on va passer à la suite puisqu'on a apparemment on a eu un problème technique. On est désolé. Donc on peut afficher éventuellement les résultats pour la troisième question.
Ok, donc là, c'est unanime aussi. On a les réponses. Tout le monde est d'accord sur ces questions-là. Alors, je rappelle aussi que si vous avez des questions sur les présentations. Ah, on me dit que je ne sais pas lire dans le chat, ce qui pose problème. Ok. Ah oui, non, d'accord, vous avez affiché les résultats pour le Stropole de la question précédente. Ok, d'accord. Ok, super. Euh, ouais, ouais, ça marche. Ouais, je pense que là, donc c'est sur une fibre, dans une fibre optique, l'indice de réfraction du cœur est plus élevé que celui de la gaine. Alors, tout le monde n'a pas mis vrai à ça. Est-ce que vous avez envie de revenir dessus sur le fait que sur l'indice du cœur qui est plus élevé que celui de la gaine euh, pour en dire quelques mots, ou est-ce que vous pensez que c'est pas forcément nécessaire? Bah oui, l'indice du cœur doit être plus élevé que l'indice de la gaine. Il y avait deux cas, et c'est seulement dans le cas où la lumière passe du milieu d'indice plus élevé vers le milieu d'indice plus bas qu'on peut avoir le phénomène de réflexion totale dans la fibre. Donc la bonne réponse, c'était vrai. L'indice dans le cœur est plus élevé que l'indice dans la gaine. Ok, donc on avait une question. Je suis désolé, Dylan, on n'avait pas vu ta question. Ça allait trop vite dans le chat. Donc on a une question pour Monsieur Chartier. Est-ce qu'on trouve la fibre laser dans le monde de l'énergie? Est-ce que c'est utilisé? Donc, je suis pas sûr de comprendre la question, mais je pense que est-ce que c'est utilisé pour les lasers en puissance, j'imagine? Alors, donc là, les lasers à fibre, puisque je crois que la question finalement concerne les lasers à fibre, effectivement, c'est utilisé et de plus en plus utilisé, et je crois même que les lasers à fibre vraiment révolutionné les lasers de puissance depuis ces dernières années. Parce qu'on arrive à faire sortir énormément de puissance des fibres, plusieurs kilowatts, comme je vous disais, et l'intérêt de la fibre, en fait, c'est parce que le faisceau qui sort de la fibre, il est parfaitement circulaire, il a de très bonnes propriétés spatiales. Et donc, quand un faisceau a de très bonnes propriétés spatiales, on peut ensuite le focaliser de manière très précise. Quand on a beaucoup de puissance et qu'on focalise sur un toute petite surface, eh ben, on peut faire beaucoup de dégâts et donc découper effectivement des matériaux. Alors ça, c'est pour les plus gros lasers. Et donc, si c'était bien ça la question, oui, effectivement, les lasers à fibre deviennent de plus en plus puissants et vont permettre donc de découper des matériaux de plus en plus complexes. Après, avec un laser à fibre un petit peu moins puissant, ben, on peut faire du marquage, tout simplement, ou souder des matériaux. Mais ça, peut-être que David en dira un petit peu plus aussi tout à l'heure, puisqu'il vous présentera lui aussi d'autres applications que les télécoms. Alors, donc merci pour votre réponse. Donc, Dylan Chevalier à écrire dans le chat si c'est la réponse à ta question, en fait, si ça a bien répondu, si Monsieur Chartier a bien répondu à ta question ou pas. On a une autre question de Tom Malherbe qui demande si, pour communiquer par fibre optique, comment marche la modulation? Est-ce que, par exemple, on peut moduler par longueur d'onde? Donc, je vais laisser Monsieur Chartier également s'exprimer là-dessus rapidement. Alors, oui, Tom, on peut moduler par longueur d'onde. En fait, on ne dit pas vraiment moduler par longueur d'onde. On dit qu'on peut multiplexer les signaux dans une fibre. Alors, je m'explique. En fait, avec un seul laser, en fait, la modulation, de manière basique, c'est des 0 et des 1, c'est-à-dire deux niveaux, soit de la lumière, soit l'absence de lumière. Ça, c'est vraiment un format de modulation très, très basique. Il existe des formats de modulation beaucoup plus compliqués où il peut y avoir plusieurs états, plusieurs niveaux, pas simplement deux, mais je ne rentre pas dans ces détails. En tout cas, avec un seul laser, on peut déjà mettre beaucoup de données dans une fibre optique. Mais ce qu'on peut faire, et c'est là que la question était pertinente, c'est qu'on peut mettre plusieurs longueurs d'onde, c'est-à-dire
plusieurs lasers à différentes couleurs dans la même fibre optique. Typiquement, on peut quasiment mettre 100 lasers différents qui se propagent en même temps dans une fibre optique. C'est pour ça que dans une fibre optique, on peut avoir un débit jusqu'à 10 terabits par seconde. C'est parce qu'on est capable d'avoir beaucoup d'informations sur une couleur et on peut mettre beaucoup de couleurs. Ok, donc merci pour avoir répondu à cette question. Donc pareil, ok, super. Donc Tom m'a l'air très satisfait de la réponse à la question. On va, je pense, terminer sur le quiz. Là, il y a d'afficher le résultat depuis tout à l'heure sur la dernière question, sur celui qui avait inventé le laser. Donc voilà, on a les résultats, c'était bien Mayman.